Je vais maintenant présenter les orateurs et oratrices du jour. Donc, nous avons 4 journalistes expérimentés en matière d'enquête sur la police et les forces de l'ordre. Donc, nous avons Daniel Knutz. Il est le fondateur et le rédacteur en chef de Viewfinder, une association de journalisme à but non lucratif en Afrique du Sud. Ses reportages traitent de la criminalité policière et de l'échec des mécanismes de surveillance de la police en Afrique du Sud. Merci, Daniel. Nous avons également Amal El-Meki qui vient de Tunisie. C'est une journaliste indépendante qui se concentre sur les droits de l'homme et a travaillé avec les médias tunisiens, dont Intifada, ainsi que des publications internationales telles que Le Guardian. Son enquête, S-17 victimes du caprice du ministère de l'Intérieur, a révélé comment les pratiques illégales du ministère de l'Intérieur tunisien aux frontières ont empêché des milliers de Tunisiens de voyager à l'étranger. Merci Amal d'être présente parmi nous. Et nous avons 2 journalistes du New York Times, Hayley Willis, reporter en enquête visuelle au sein de l'équipe vidéo du New York Times. Elle associe le reportage traditionnel avec une expertise numérique avancée. Avant de rejoindre le Times, elle a travaillé en tant que chercheuse sur les logiciels libres au Centre des droits de l'homme de l'Université de Californie à Berkeley. Nous avons également Malachi Brown, journaliste expérimenté, membre de l'équipe des enquêtes visuelles du New York Times. Il a récemment mené une série d'enquêtes liées à l'ethnie et au maintien de l'ordre. Il a fait partie d'une équipe ayant remporté un prix Pulitzer en 2020 pour son reportage sur la culpabilité de la Russie en matière de crimes commis dans le monde entier, y compris le bombardement d'hôpitaux en Syrie. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, quelques mots à propos du GIJN. GIGN, vous le savez sans doute, est le plus vaste réseau d'organisations de journalisme d'investigation à but non lucratif, avec 184 organisations membres dans 77 pays. GIGN collabore avec des journalistes partout dans le monde, qu'ils fassent partie d'organisations à but non lucratif ou d'organisations commerciales. Il collabore également avec des pigistes. Dispose d'un large éventail de ressources et de fiches de conseils pour aider les journalistes du monde entier. Il a récemment publié un article très utile en rapport avec le webinaire d'aujourd'hui sur les méthodes médico-légales que les journalistes utilisent pour révéler les agressions de la police. Nous allons mettre le lien dans la boîte de discussion. Vous pouvez également consulter les autres ressources disponibles sur le site web du GIJN à l'adresse gijn.org. La conférence du journalisme d'investigation africain est la conférence la plus importante de journalisme d'investigation en Afrique. Donc, son congrès virtuel a eu lieu depuis le 6 octobre et se poursuivra jusqu'au 30 octobre, virtuellement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section questions-réponses et nous tenterons d'y répondre autant que possible dans le temps qui nous est imparti. Vous pouvez commencer à poser des questions dès maintenant et le faire dans la langue de votre choix. Vos questions seront également traduites. Lorsque les orateurs et oratrices auront fini leur présentation, notre rédacteur en chef Afrique du GIGN, Benan Oluka, sera présent pour modérer la session questions-réponses. Cette session sera enregistrée pour être postée sur YouTube un peu plus tard. Alors, nous allons d'abord accueillir Daniel Kutze qui va nous présenter les techniques qu'il a employées récemment. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Je suis Daniel Kutze, je travaille pour Viewfinder en Afrique du Sud et notre projet phare consiste à enquêter sur la criminalité policière et les abus de la police en Afrique du Sud. Je vais maintenant partager mon écran. J'aimerais dans un premier temps reconnaître les faits se déroulant actuellement au Nigeria et exprimer ma solidarité avec les militants et les journalistes sur le terrain, signaler que c'est vraiment un contexte extrêmement difficile sur place.
Alors, je voudrais également parler des motivations sous-jacentes à mes enquêtes et quelles astuces j'ai pu tirer du travail d'autres reporters, mais aussi de mon expérience. Astuces qui m'ont permis d'aller de l'avant avec mes enquêtes et j'aimerais les partager avec d'autres journalistes qui se penchent sur les abus de la police, mais aussi les autres abus de pouvoir et les déficits de redavabilité au sein des forces de l'ordre et des autorités au sens plus large. Alors, ce qui, pour moi, a déclenché ce désir d'enquêter sur ce sujet, eh bien, j'étais reporter déjà depuis 2012 et il y a eu un massacre en Afrique du Sud durant lequel des mineurs, 24 mineurs, ont été abattus par la police. Qu'ai-je tiré de cette expérience? Eh bien, ces affaires sont souvent représentées isolément dans les médias. Bon, il y a eu le meurtre d'un manifestant en 2011 qui a fait l'objet d'un reportage plus poussé et je reconnais qu'il y a une certaine importance à diffuser de tels événements, mais le fait que chaque reportage était en quelque sorte isolés les uns des autres nous empêche de voir cela comme dans un continuum. Et la presse a tendance à mettre cela sur le compte d'agents voyous et ne pointe pas du doigt les éventuels échecs du système qui auraient leur responsabilité dans ce que nous voyons. Donc, pour moi, il y a un manque de redevabilité du système de justice pénale. Donc, dans un premier temps, selon moi, il faut réfléchir à la façon dont les abus de pouvoir sont représentés. Alors, moi, je me suis d'abord demandé ce qui faisait défaut à cette représentation. Ce qui fait défaut en premier, c'est l'échelle de ces abus qui n'est pas représentée. Il y a également cette sensation d'échec du système également qui n'est pas représentée. Donc, mes enquêtes se sont concentrées sur ce dernier point. Autre astuce que j'ai tirée du travail d'autres, eh bien, c'est d'identifier les archives qui pourront vous apporter davantage d'informations. Donc, il y a quelques années, un collègue expérimenté m'a dit qu'il y a toujours des archives, il y a toujours des statistiques. Et en Afrique du Sud, il y a des archives sur les violences policières. Et ces archives sont publiées, mais elles ne sont pas souvent mises à disposition du public. Elles ne sont pas exploitées dans les discours publics. Vous avez vu ce tableau et vous pouvez voir l'envergure de la violence et de la brutalité policière. Il y a des meurtres tous les jours. Il y a des milliers de cas de torture et d'agression et de viol. Et l'on voit également qu'il y a un manque de redevabilité. Donc, la tranche de camembert bleu ici que vous voyez, c'est le manque de redevabilité. Donc, il y a un problème dans le sens où il y a énormément de cas déclarés, mais très peu qui sont poursuivis. Je voulais également partager ce tableau. Un collègue, une fois, m'a dit que si tu vois un tableau, comme tu as vu à l'instant, eh bien, ça veut dire qu'il y a encore autre chose derrière, une base de données encore plus riche. Et c'est une des astuces les plus valables qu'on m'ait données. J'ai pu avoir alors données sources, ce qui m'a permis d'enquêter sur les échecs du système qui m'intéressait. Donc, ce qui m'emmène au gros de nos enquêtes. Donc, le gros de nos enquêtes, le cœur de nos enquêtes, c'est
de mettre le doigt sur les cas de brutalité et de violence policière et ce taux de poursuite extrêmement bas pour les perpétrateurs. Autre astuce qu'on m'a donnée, eh bien, il s'agit de comparer ce qui doit se produire et ce qui se produit. Donc, dans le système judiciaire, ce qui doit se produire est très précisément borné par des lignes directrices, des lois, un cadre juridique, etc., etc. Il y a vraiment des jalons qui doivent euh, qui doivent orchestrer la façon dont les cas sont traités. Mais sur le terrain, et pour avoir ces informations, j'ai dû trouver des sources, collaborer avec les organes de mécanismes de responsabilisation de la police pour avoir plus d'informations sur ce qui se produit. Et lorsqu'il y a des échecs du système, il faut être conscient qu'il y a toujours des individus dans les institutions qui sont prêts à parler. Ils ne se voient pas comme des lanceurs d'alerte, ils sont simplement frustrés et ils ont du mal à accepter qu'eux participent au maintien de ce système en raison des problèmes de supervision ou de blanchiment des actes violents de la police. Donc je me suis penché sur les organes de supervision de la police, mais également d'autres organes, et j'ai tenté d'identifier le rôle des enquêteurs de la police des polices, mais souvent eux sont sujets à de la gestion hasardeuse, sont forcés à manipuler leurs chiffres, et cela pointe à des échecs à un niveau supérieur. Donc pour nous, ce n'est pas toujours intéressant de réfléchir à ce qui se passe au niveau le plus élevé, mais c'est parfois de réfléchir à de petites affaires et comparer ce qui se produit avec ce qui aurait dû se produire si l'investigation avait été menée selon les règles de l'art. Dans ce cas, qui est présent ici, nous avons consulté ce qui avait été fait durant l'enquête. Et donc nous avons travaillé avec la famille. Parfois, il faut collaborer avec les victimes, avec les individus qui font l'objet de ces abus. Et donc, d'emblée, l'organe de supervision de la police n'a même pas enquêté lui-même. Ce sont les policiers eux-mêmes qui ont mené l'enquête, ce qui contrevient totalement aux mesures en place. Autre approche, c'est de prendre une affaire et de réfléchir à ce qu'elle représente en matière d'échec du système. Pendant le confinement en Afrique du Sud, la première mort attribuée à l'action de la police, le 19 mars, a donné lieu à une enquête de notre part. Et nous avons découvert que la police des polices a utilisé une autopsie qui avait conclu à une attaque cardiaque, alors qu'une attaque cardiaque peut résulter de torture ou d'agression. Et donc, cette enquête avait conclu à une mort naturelle. Alors, j'arrive à la fin de la présentation. Alors, quelle est l'incidence de l'identification de ces échecs du système et de leur envergure? Et donc, cela nous permettait d'avoir un changement de paradigme pour le discours autour de la violence policière, d'informer les militants de la société civile et de leur montrer qu'il y avait des échecs institutionnels. Il y avait des agents de police qui ne respectaient pas la loi et que ces abus peuvent être réglés si l'on en parle. Puis, l'idée est également d'améliorer ces systèmes d'enquête. En particulier, comment la police des polices est organisée et mène son travail.
Puis, enfin, il faut également améliorer la redevabilité afin d'avoir une augmentation du taux de condamnation et une amélioration de la conduite des policiers. Alors, je suis certain que nous aurons le temps d'en parler davantage, mais je vais maintenant redonner la parole à Hanane. Merci beaucoup, Daniel, pour cette présentation. Vous avez mentionné dans la conclusion que vous espériez voir des changements et une amélioration des méthodes utilisées par les forces de police. Je sais qu'il est peut-être un peu tôt pour mesurer le type d'impact qui pourrait provenir du genre d'investigation, d'enquête que vous avez mené, mais j'aimerais connaître le retour que vous avez eu peut-être de la part des forces de police. Lorsque on se penche sur les données et la défaillance des systèmes, eh bien, je suis restée un peu bloquée sur les mécanismes liés à la police des polices. Il y avait vraiment des défaillances au cœur de ces organes. Et le sujet d'ailleurs de mon enquête au début était la police des polices. Très souvent, ces affaires avaient été utilisées pour améliorer la performance du système. Il était difficile de mesurer l'impact que cela pouvait avoir sur la redevabilité. Et je pense que c'est une des observations de cette enquête. Si on se concentre sur les systèmes au sein de la police, la culture au sein de la police, les dissimulations au sein des forces de police même, on constate que avant, il y avait déjà un accent sur la mesure de la performance de ces mécanismes. Je crois que ça, c'est positif. On voit qu'il est possible de reconnaître donc ces problèmes qui sont enracinés grâce aux médias, grâce aux travaux d'enquête. Au début, il faut beaucoup insister, mais après une certaine période, ces efforts deviennent constructifs. Une autre question, vous avez mentionné, si je ne me trompe pas, l'utilisation d'archives publiques pour rassembler, collecter les données que vous avez mentionnées. Pour les journalistes dans le monde entier, ce n'est pas toujours possible de procéder ainsi. Certains dossiers, certaines archives peuvent être disponibles au public, mais en réalité, c'est difficile d'avoir accès à ces données. Est-ce que vous avez pensé à des manières, des méthodes pour contourner cela? Tout à fait. Dans ma présentation précédente pour le GIGN, je me suis concentrée sur les sources publiques, les sources d'informations publiques qui étaient disponibles pour les journalistes. Et la situation varie en fonction des pays. Et quand je me rappelle de mes progrès au jour le jour, je me concentrais vraiment sur les sources, pas forcément sur la publication de ce que l'on me disait, ce que les sources me disaient ou ce à quoi j'aurais accès, mais plutôt j'essayais de comprendre leur monde, les pressions que ces personnes expérimentaient, ce qu'il se passait à la suite de dissimulation, de pression que ces personnes subissaient. Et pour conclure, lorsque il y a des défaillances dans le système, comme celles que l'on a révélées dans nos enquêtes, il y a toujours des personnes dans ces situations qui sont prêtes à en parler. Ils ne se perçoivent pas forcément comme des lanceurs d'alerte, mais plutôt des participants réticents à cette expérience, à
ces dissimulations. Et je pense que c'est possible de mettre cela en place également dans des contextes qui peuvent paraître assez opaques. Merci beaucoup pour ces conseils supplémentaires et merci de nous avoir donné plus d'informations à ce sujet. C'est une bonne chose de savoir que même dans des contextes plutôt obscurs, on peut quand même toujours avoir accès à ces sources. Nous allons désormais entendre Amal Mekki, qui est journaliste en Tunisie, qui va nous parler des pratiques du ministère de l'Intérieur et de la mesure mise en place en Tunisie qui empêche les déplacements à l'étranger. Merci beaucoup, Anan. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être parmi vous. Je vais partager mon écran. Je vais vous parler d'une étude de cas, d'une enquête que j'ai effectuée sur une enquête sur la police. Et je vais me concentrer sur le contexte de mon enquête, les outils principaux dont je me suis servie et certaines astuces également que j'ai trouvées utiles. En 2015, après les attaques au musée du Bardo en Tunisie, le gouvernement tunisien a adopté un certain nombre de mesures sécuritaires et ces mesures étaient fondées sur des activités de répression policière sévères. Et des années plus tard, ces mesures sont toujours en place. Le gouvernement tunisien a déclaré l'état d'urgence en 2011 et a renouvelé ces mesures jusqu'à mars 2014. Cet état d'urgence a été remis en place en novembre 2015 après de nouvelles attaques terroristes. Et cet état d'urgence, depuis, est régulièrement renouvelé. En 2013, les efforts du gouvernement tunisien à lutter contre l'État islamique a cherché à mettre en place un certain nombre de mesures pour surveiller les déplacements de certaines personnes qui étaient affiliées à des groupes djihadistes. Des personnes qui, selon eux, pourraient rejoindre des groupes armés en Syrie, en Libye, en Irak, et afin de pouvoir les confronter aux frontières de ces pays. Ce programme est connu sous le nom S17, donc signalisation 17, et est composé d'un certain nombre de directives, de mesures nationales pour combattre le terrorisme. Dans mon enquête, je parle des victimes de ces mesures, de ce S17. Je parle d'une enquête publiée en octobre 2018 et qui a été produite par un réseau médiatique. Ces mesures S17 bafouaient la liberté de déplacement, de mouvement au sein du pays et à l'extérieur du pays. Et à l'époque, environ une centaine de milliers de citoyens tunisiens ont été victimes de ces contrôles aux frontières suite à la mesure S17. Ici, on peut voir la photo prise par la mère d'un terroriste qui s'est immolé par le feu
après avoir souffert pendant des années de ce statut S-17 et avoir persécuté par la police pendant des années. Il fait partie des 11 cas de personnes, 35 personnes ont été interviewées pendant cette enquête. Et l'enquête révèle que cette violation de la liberté de mouvement concerne des personnes qui ont été fichées S-17 à cause de leurs croyances religieuses, ou simplement à cause de leur apparence physique, les vêtements qu'ils portaient ou leur casier judiciaire, sans preuve particulière. Ils étaient simplement suspectés d'être affiliés à des groupes armés. L'enquête a également documenté la présence de nombreux journalistes et d'activistes de la société civile parmi ces victimes des mesures aux frontières. D'autres personnes qui étaient également fichées S-17 ne savaient pas pourquoi c'était le cas, mais il était possible que c'était parce qu'ils avaient été amnistiés par le passé, plus particulièrement après la révolution de 2011. Pour aller plus loin dans ces mesures S-17, nous avons révélé également d'autres formes de corruption, d'harcèlement de la part des forces de sécurité. Ici, on peut voir Hicham, qui est un jeune homme tunisien et qui a payé environ 13 000 dinars à des fonctionnaires tunisiens pour pouvoir être acquitté de ne plus être fiché S-17. Ces mesures donc l'empêchaient de voyager à l'étranger. Il s'est retrouvé devant la justice. Il avait été accusé de terrorisme. Il a pu donc ne plus être fiché S-17 puisqu'il avait corrompu certains fonctionnaires. Ici, je montre certaines des sources que j'ai utilisées pour enquêter sur les S-17, des entretiens auprès de citoyens. J'ai rencontré des citoyens, des victimes qui habitaient dans les 6 gouvernorats différents, des avocats, j'ai utilisé des documents du tribunal administratif. J'ai également je me suis entretenue avec des lanceurs d'alarme, lu des rapports de la société civile, rencontré des experts juridiques, etc. Sur ce sujet des S-17, j'ai fait une demande d'accès à l'information et dans ce contexte, cette demande a été faite pendant mon enquête. Mais la décision des autorités pour avoir accès à l'information et qui obligeait le ministère à faire part de cette statistique sur l'utilisation de ces mesures S-17 n'a été qu'annoncée après la publication de mon enquête. Cela a donc aidé à diffuser cette histoire, cette enquête. Les médias étaient intéressés par le sujet et ont exercé davantage de pression sur le ministère de l'Intérieur. Ce dernier était sous pression et a été forcé de reconnaître ces violations et de mettre en place des actions. L'une d'entre elles était de passer un accord avec de davantage approfondir l'enquête sur les mesures S-17. J'aimerais vous donner désormais certaines astuces pour commencer dans ce genre d'histoire. Il faut fournir un contexte. Il est important de détailler le contexte de l'histoire, des violations. Dans mon cas, nous étions dans un état d'urgence, la guerre contre le terrorisme, un gouvernement instable, des forces de police corrompues, des fonctionnaires corrompus au sein du gouvernement
Et en ce qui concerne le contexte, nous devons également comprendre quelles sont les politiques et les lois qui gouvernent le contexte policier dans votre pays. Vous devez comprendre si les lois sont alignées avec les meilleures pratiques ou si elles ne sont plus à jour, si elles sont dépassées. J'aimerais également présenter ici, j'aimerais parler de vérification rapide. J'ai donc dit que j'avais interviewé 35 personnes et pour faire cette vérification rapide des 11 cas, comment est-ce que j'ai procédé? J'ai utilisé des rapports du gouvernement, j'ai été aidée par des experts, des avocats, des experts de la société civile. Soyez spécifique. Dans le même article, j'aurais pu parler des S18, S19, qui sont des mesures juridiques adoptées par le ministère de l'Intérieur, similaires aux mesures S17, mais j'ai préféré me concentrer sur un type de mesure pour que le lecteur ne se perde pas dans diverses informations, les diverses informations qu'il pouvait trouver dans un article. Comme je l'expliquais au début, la Tunisie est dans un état d'urgence au beau milieu d'une guerre contre le terrorisme, selon le gouvernement, ce que dit le gouvernement, bien sûr. Mais si vous vous trouvez dans un contexte similaire, vous pourrez peut-être subir des attaques de la part d'autres personnes qui vous accusent de ne pas glorifier la police. Mais évidemment, cela va sans dire que notre travail en tant que journaliste, c'est de s'assurer que vos droits ne sont pas bafoués au nom de la lutte contre l'extrémisme violent. Notre rôle est de permettre la redevabilité des forces de police si de telles violations ont lieu. Faire des demandes d'accès à l'information. Chaque gouvernement possède des tonnes de documents et les citoyens ont le droit de les consulter. Vous devriez les consulter. Par exemple, dans la loi tunisienne, dans le droit tunisien, toutes les archives doivent être rendues publiques ou devraient tout du moins être partagées si la demande est formulée, sauf quelques exceptions. Mon conseil est de vous adresser au niveau local, car vous serez sûrement la première personne à vouloir consulter ces archives. Mon dernier conseil, pensez au partenariat également avec les ONG. Au sujet de la question des S17, nous avons établi un partenariat avec Amnesty International et l'ONG était en train de préparer d'ailleurs un article sur les S17. Et le rapport d'Amnesty International et mon enquête ont été publiés le même jour et ce genre de partenariat aide à diffuser ces articles, ces sujets au niveau national, mais également international. Ici, nous révélions donc les actions du ministère de l'Intérieur. Et pour finir, les médias de masse vous attaqueront probablement si vous travaillez sur ce genre de sujet, ou même vous ignoreront peut-être. Et dans ces cas-là, peut-être que vous avez raison. Et moi, c'est ce que je me suis dit avec mon sujet sur les S17. Pendant des semaines, ces médias parlaient des S17, mais personne ne m'a invité à en parler. Ils invitaient les forces de police, le ministère de l'Intérieur. Deuxième chose, n'ayez pas peur d'être accusé de perturber l'ordre public ou de parler de terrorisme. Un bon sujet sera toujours controversé.
Et je vais désormais vous redonner la parole, Hanan. Merci beaucoup pour ta présentation. Alors, j'aimerais que tu nous parles d'un des derniers points que tu as mentionné à propos de la non-glorification de la police. Donc, tu as mentionné avoir été attaqué par le gouvernement et les médias de masse pour avoir parlé de ces histoires. Peux-tu nous parler d'éventuelles entraves que le gouvernement aurait jetées sur ton chemin pour t'intimider ou t'empêcher de réaliser tes reportages? Et comment as-tu fait pour surmonter ces entraves? Oui. Dans le début du processus de collecte d'informations auprès du ministère, là, je me suis rendu à ce ministère de l'Intérieur pour demander l'information, les statistiques vis-à-vis des cas S17. Et là, j'ai fait l'objet d'un interrogatoire de 30 minutes par les fonctionnaires. Pourquoi je travaillais sur cette histoire, m'ont-ils demandé. Je devrais être inquiète peut-être de parler de terroristes. Pour quel euh, journal je travaillais, pour quel média je travaillais. Donc avant même qu'ils acceptent que je dépose une requête, eh bien, ils m'ont dit non, on ne doit pas accepter une telle requête, on nous a donné des ordres, ils m'ont fait attendre. Puis un autre fonctionnaire est venu, et il m'a dit, tu es jeune, tu es au début de ta carrière, pourquoi est-ce que tu veux te causer du tort ainsi? À l'époque, la loi sur l'accès à l'information était déjà bien ancrée et les employés du ministère ne savent même pas ce que c'est. Puis j'ai déposé ma requête pour avoir accès à cette information. Mais quant au reportage lui-même, j'ai dû aller d'une ville à l'autre. J'ai interviewé des citoyens au sud de la Tunisie, à Médine Terbenden, qui sont des petits villages sur la frontière de la Libye, avec une situation sécuritaire extrêmement ardue. Et j'ai mené un entretien avec un individu S17 là-bas. Et au milieu de l'entretien, qui se tenait dans un petit coin d'un parc, un policier est venu, il s'est posté à la table à côté de nous, et le caméraman l'a reconnu, et il m'a dit, je ne peux pas travailler, ce policier m'intimide, j'ai des enfants, je ne peux pas continuer à travailler. Aussi, les deux écueils principaux auxquels j'ai dû faire face lors de mon enquête. Outre cela, on m'a également accusé de perturber la tranquillité du gouvernement, de nos autorités policières, et on m'a même accusé de blanchir les terroristes. Nous allons maintenant donner la parole à une jeune journaliste qui a également utilisé euh, l'accès à l'information pour enquêter sur la brutalité policière. Hayley Willis du New York Times. À toi la parole. Merci beaucoup, Hanan. Merci aux orateurs, à l'AIJC et au GIJN. Je vais vous parler de la façon dont on enquête sur la conduite policière au sein du New York Times, en particulier dans notre équipe d'enquête. Intéressant car les deux techniques mentionnées par les précédents orateurs sont des techniques que nous utilisons. Les sources, les victimes, les demandes d'accès à l'information, comme les vidéos prises par les caméras situées sur l'équipement des policiers.
Mais je vais vous parler d'autres techniques qui vous permettent de surmonter certaines entraves qui ont déjà été mentionnées par Daniel et Amal, comme par exemple si une source est intimidée, si votre demande d'accès à l'information n'a pas été approuvée. Voici quelques-unes des enquêtes que nous avons menées à travers le monde. Porto Rico, Chili, Bélarus, l'Iran, l'Irak et également au Nigeria plus récemment. Donc je vais vous donner quelques astuces qui seront applicables dans de nombreux environnements. Dans un premier temps, j'aimerais parler de la découverte de preuves que l'on peut débusquer directement sans passer par des canaux officiels. L'un des principaux canaux pour les journalistes, ce sont les réseaux sociaux. Depuis le printemps arabe, les réseaux sociaux sont une plateforme clé pour l'identification des violences policières. En particulier, on a vu cela grâce aux récentes manifestations qu'il a pu y avoir. Donc, il faut déjà savoir quelle plateforme il faut explorer, quel contact il faut nouer et comment bien rechercher sur les plateformes. Nous avons enquêté sur les forces de l'ordre à Hong Kong. Donc, il faut savoir où les manifestants partagent des preuves sur les réseaux sociaux dans le contexte d'Hong Kong. Donc, c'est une plateforme qui s'appelle LAHKG. C'est une plateforme de messagerie qui est utilisée à Hong Kong. Donc, il faut savoir où sont les plateformes, où sont les manifestants, où sont partagées les informations. Puis, il faut savoir comment rechercher. Avec Telegram, Telegram est notamment très populaire à Hong Kong, mais il faut savoir comment faire des recherches sur cette plateforme pour découvrir les preuves qui sont partagées. Un formidable outil a été développé, Telegago. Vous pouvez saisir votre terme de recherche dans Telegago. Donc on voit, et ces idéogrammes signifient force de police de Hong Kong. Donc vous pouvez ainsi adapter votre recherche au pays. Donc c'est un peu comme une recherche Google, mais pour Telegram. Grâce à cette recherche, en saisissant violence police de Hong Kong, vous avez toutes ces chaînes Telegram qui apparaissent et vous pouvez chercher ce qui vous intéresse. Quelle vidéo, quelle preuve visuelle partagée depuis les téléphones des manifestants. Et cela peut vous donner un meilleur aperçu de ce qui se produit. À Hong Kong, il y avait beaucoup de diffusion en direct. Si vous êtes directement sur Telegram et vous êtes avec les manifestants, eh bien vous pouvez, même si vous êtes chez vous, vous pouvez même regarder 9 vidéodiffusions en direct de la manifestation. Et ça, c'est un outil exceptionnel pour les journalistes en matière de vitesse et de redevabilité. Autre exemple relatif à notre travail aux États-Unis sur les violences policières. On voit ce qui s'est passé ces mois derniers, au mois de mai, avec la mort de George Floyd à Minneapolis. Twitter est populaire partout dans le monde et c'est là où des exemples de violences policières sont partagés aux États-Unis en particulier. Donc ça, ce n'est qu'un exemple. Cela peut paraître un peu compliqué, mais si vous savez comment chercher, eh bien, ce sera beaucoup plus simple. Vous voyez ici ce qui paraît un peu comme du charabia en haut. En gros, c'est juste des coordonnées euh, d'une géolocalisation. Et donc, on peut donc
chercher pour un tweet particulier qui a été publié par une personne se trouvant dans un rayon de 1,5 km d'une géolocalisation précise. Donc là, on pouvait faire ça pour chercher dans un rayon de 1,5 km autour du point où George Floyd a été tué par la police. Et on peut faire de même avec les manifestations qui se sont déroulées suite à sa mort. Donc ce sont des outils pratiques qui vous permettent de faire des recherches sur ces plateformes et ainsi faire émerger l'information dont vous avez besoin. Et vraiment l'affiner pour avoir ce dont vous avez besoin. Autre astuce, autre critère important, les témoins oculaires. Il y a beaucoup de méthodes pour trouver des témoins oculaires. Nous estimons qu'il faut utiliser ces plateformes à notre avantage. Donc, lancer des appels sur Twitter, sur Telegram, en posant des questions. Est-ce que ça s'est produit? Est-ce que vous avez fait l'objet de ceci? Est-ce que vous avez vu cela se produire? Et donner des canaux de communication sûrs pour que vous soyez contactés, afin de récupérer l'information dont vous avez besoin. Voilà, cet homme, eh bien, nous le connaissions. Nous avions déjà 5 vidéos relatives à ce qui s'était produit, mais nous ne savions pas qui il était. Dans Twitter, c'est parfois difficile d'identifier les personnes, de se dire comment est-ce qu'on peut vérifier ces faits, comment est-ce qu'on peut parler à la personne. Et avec ces appels sur Twitter, parfois quelqu'un vous dit mais je connais cette personne, mais je sais qui c'est. Ah, voici 2 autres vidéos de ce qui s'est passé. Donc nous avons reçu des centaines d'indications par des utilisateurs qui ont pu nous partager des choses. Alors, il faut aussi se pencher sur d'autres informations visuelles qui ne sont pas nécessairement en source ouverte, comme les caméras de surveillance. Donc, c'est peut-être une bonne source, mais il est parfois difficile de récupérer ces vidéos. Parfois c'est simple, parfois c'est compliqué. Ça dépend du contexte. Donc il faut vraiment réfléchir à si c'est la bonne marche à suivre ou non. Donc pour le cas de George Floyd, nous sommes allés sur Google Maps, on a regardé le coin de rue où il était tué et on a appelé tous les commerces autour de l'endroit pour savoir s'ils avaient des vidéos qui pouvaient témoigner de ce qui s'était produit. Et ces vidéos ont fini par faire partie intégrante de notre reportage. Alors, autre source ouverte, bon ça c'est spécifique aux États-Unis, c'est comment peut-on pénétrer le cerveau des officiers de police? C'est difficile. Bon, parfois il y a des lanceurs d'alerte, il y a des officiers qui vont vous parler, mais parfois il est difficile d'avoir ce niveau de redevabilité au sein de la police. Donc, on a trouvé un autre système pour contourner cela. Il y a beaucoup de communications radio qui sont consultables par le public. Donc, les conversations entre les services d'urgence et le répartiteur, ou entre les pompiers, ou entre les policiers qui sont sur le terrain. Donc, on peut avoir accès à ce qu'ils se disent au moment même où le fait se produit. Donc, il y a 2 plateformes principales que l'on utilise pour ceci. Donc, il y a Broadcastify. Broadcastify est une plateforme qui agrège des audios de différents comtés aux États-Unis. Donc, on peut exactement sélectionner la tranche horaire que l'on veut écouter. Donc, je sais que George Floyd a été tué le 25 mai à telle heure. Donc, je peux ensuite utiliser ces informations pour écouter les archives radio des services d'urgence pendant cet incident. Autre plateforme, Open Megahertz. Elle est intéressante cette plateforme car on peut entendre les conversations en temps réel. Donc,
les flux audio sont téléchargés en direct. Donc, ça peut être intéressant si vous enquêtez sur un fait qui vient de se produire. Donc, après l'assassinat de George Floyd, eh bien, il y avait des manifestations et on pouvait écouter les flux radio des policiers qui surveillaient la manifestation. Donc, une fois que vous avez les preuves, comment est-ce qu'on vous les organisez? Comment est-ce que vous les rassemblez? Donc, il était idéal de tout mettre sur un calendrier, sur il faut faire une chronologie, pardon. Donc, je suis sûr que nombre d'entre vous ont vu cette photo, pardon, et beaucoup sont certains qu'ils connaissent toute l'histoire parce qu'ils ont vu la vidéo. Mais si vous rassemblez l'audio, la vidéo de la caméra de surveillance, eh bien, l'histoire qui est racontée est tout autre. Donc voici un très bref extrait de la chronologie que nous avons générée pour cette enquête. Et donc là, on a chaque source d'informations, on détaille ce qui s'est produit dans la vidéo, on détaille l'heure à laquelle ça s'est produit. Donc on sait qu'à 8h21, donc la police à 8h21 savait qu'il y avait une urgence médicale et donc on demandait à avoir de l'assistance médicale. Et, et du point de vue de la caméra vidéo, on voit que le policier avait toujours son genou sur le cou de George Floyd jusqu'à 20h28, soit 7 minutes après que la police avait déjà demandé de l'aide médicale en urgence. Donc cela raconte une toute autre histoire. Merci beaucoup, Hailey. Merci beaucoup d'avoir partagé ce travail avec nous. J'aimerais me... Ah, je n'entends pas, je ne t'entends pas, Anan. Hailey ne peut pas entendre Anan. Oui, les autres participants peuvent entendre Anan. Il y a certaines personnes qui peuvent entendre Anan et d'autres non. Est-ce que tout le monde peut entendre Anan? Je crois que ok, je pense que le problème est réglé. Comme je l'ai dit, nous avons certains participants de l'AIJC qui voudront peut-être se rendre à une autre session. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à rejoindre vos autres sessions et à quitter notre réunion. Je vais désormais donner la parole à Malaki Brown. Merci, Anan. Je voudrais partager mon écran avec vous. C'est une présentation sur l'organisation du contenu, l'analyse des données que nous avons collectées. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Très bien. Auparavant, j'aimerais vous donner une astuce pour pouvoir suivre ces différents sujets. Si vous voulez, par exemple, en savoir plus sur les manifestations au Nigeria, vous pouvez aller sur Twitter, utiliser l'astérix pour tous les utilisateurs et puis ajouter NSARS. Et si je tape Nigeria, d'ailleurs Twitter, c'est une très bonne plateforme, ça vous permet d'organiser vos sources et de pouvoir cibler le type de situation que vous recherchez. Et par exemple, donc si j'ajoute Nigeria à la fin, je peux voir toutes les sources en lien avec cela. Ensuite, on peut faire fusionner ces sources si je crée une nouvelle liste.
que j'intitule Nigeria. Surveillance, suivi, NSAS, suivant. Et puis ensuite, quand vous faites cette recherche Twitter list copy de la liste Twitter, et on peut trouver toutes les personnes qui ont une liste sur le Nigeria. Barnaby Phillips, par exemple, je sais qu'il est journaliste. Ruth McLean a aussi une liste. Des personnes que vous allez peut-être reconnaître et qui ont des listes de grande qualité. Par exemple, la liste de Barnaby a plusieurs listes par pays. Je choisis celle du Nigeria et je peux copier sa liste dans ma liste. Tout fonctionne. Il y a 108 personnes dans cette liste. Je peux changer et taper Ruth McLean, obtenir sa liste. Il faut bien orthographier le nom. Elle a d'autres listes, comme vous pouvez le voir. Je choisis celle du Nigeria. Je la copie et ça ne va pas faire une duplication, mais si je retourne dans ma liste, j'ai une liste dans mon compte avec 131 membres que je peux gérer. Je peux en conserver certains, en retirer d'autres. Une deuxième manière de faire ce suivi, si vous avez un financement, une fondation qui peut peut-être vous soutenir pour cela, il y a le Social Asset and Management Desk, SANDEX Desk, qui est une plateforme que vous pouvez utiliser. Et vous pouvez choisir par photo, texte, vidéo. Vous pouvez utiliser Snapchat aussi, qui vous permet de voir toutes ces vidéos. Vous en ouvrir une, vous pourrez ajouter des notes. Vous pouvez les regarder, vous pouvez télécharger la vidéo, vous pouvez donc écrire des notes dessus, l'ajouter à une bibliothèque. Voilà, là j'ai une bibliothèque avec différents sujets, Covid, Louisville, les feux de forêt. Et je peux l'ajouter à ma liste NSARS. On peut donc ajouter tous ces résultats si ils nous conviennent. Et puis ensuite, vous avez votre bibliothèque ici avec tous les éléments qui vous permettent ensuite d'organiser vos recherches. Une autre plateforme, Data Miner, qui vous envoie des alertes d'actualité. Et vous pouvez aussi faire des recherches par zone. Vous comprendrez donc mieux où, selon cette plateforme, les personnes sont situées. Et ensuite, faire une recherche avec NSARS. Voilà, ce sont les outils qu'on utilise souvent. TweetDesk aussi, si vous avez une liste de hashtags, vous pouvez les utiliser. Donc, il y a des outils gratuits, mais aussi des outils payants. Ça vous donne un aperçu. InVid est une extension gratuite avec des paramètres d'analyse, de recherche. Et vous pouvez faire une recherche jusqu'à la minute du tweet posté. Donc, ça vous donne une bonne chronologie. Et ce qu'on essaye, c'est de trouver des témoins oculaires, comme Hailey l'a mentionné, utiliser et pour que ensuite ces sources ouvertes deviennent des sources privées. Et ensuite, vous pouvez donc leur parler de manière plus sûre. Et deux autres astuces. Si il y a un commissariat, un service de police qui régulièrement télécharge des vidéos, je vais vous parler d'une enquête qui a eu lieu à Louisville suite à des fusillades à Louisville. Et après cet événement, des vidéos de caméras de surveillance ont été publiées. Donc, j'ai souscrit à cette chaîne et j'ai activé les alertes. Donc, dès qu'il y a une nouvelle vidéo téléchargée, je reçois une alerte. Et je peux donc surveiller ce compte YouTube et être une des premières personnes à voir les vidéos une fois qu'elles sont postées. Un autre conseil, parfois, on veut faire une recherche sur YouTube, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, si on regarde des vidéos historiques,
On peut encore une fois utiliser ce site youtube.com et si je cherche NSARS, alors je vois toutes les vidéos qui ont lien à NSARS et on peut aussi affiner cela en fonction de la date et personnaliser la recherche en trouvant les vidéos à ces 2 jours, postées pendant ces 2 jours en particulier. Voilà, ça c'est une manière gratuite de chercher, collecter les preuves que l'on recherche et les témoignages de la part de sources et de témoins oculaires. Une fois qu'on obtient ces sources, ce matériel, comment est-ce que l'on peut l'organiser? C'est la deuxième partie donc du travail d'investigation avec la fusillade d'Ahmaud Arbery en Georgia en février de cette année. Pas une fusillade de policiers, mais d'une personne en lien avec les forces de police. Et nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est associer ces preuves entre elles. Donc, on voit ici une vidéo de caméra de surveillance d'Ahmad qui marche dans le quartier et une vidéo de téléphone portable de Ahmad qui court dans la rue. Donc, tout ça a nourri les discussions dans les médias sur cette fusillade. Et quand j'ai vu cette vidéo, au début, nous avons commencé à établir une cartographie au sens large des différentes étapes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On le voit courir dans une direction, puis prochaine étape, il court dans une autre direction. La question donc, que s'est-il passé? Pendant combien de temps est-ce qu'il courait? Qui étaient ces personnes? Pourquoi est-ce qu'ils ont commencé à le pourchasser? À quel moment? Et à nouveau, avec les appels à la police au numéro 911, quand on a reçu les dossiers audio de la police, on a vu donc la chronologie entre les deux appels. Et on a vu que c'est une personne ici dans une vidéo et une autre dans la deuxième vidéo. Ici, cette personne place le premier appel. On le voit qui sort son téléphone. Et ça commence 2 minutes. Et 2 minutes et 11 secondes plus tard, on le voit qui raccroche et qui remet son téléphone dans la poche. C'est là qu'on peut donc associer quelle personne a placé quel appel. On peut le voir dans la vidéo. Sur cette vidéo, on peut voir que l'homme a un téléphone à son oreille et qu'il décrit ce qu'il voit. Un homme noir qui court dans la rue. On voit sur le rapport de la police le numéro de téléphone et c'était le fils de cette personne et c'est son père qui a tiré sur Ahmaud Arbery. Donc, c'est tous ces détails qui nous permettent de placer une chronologie sur ces événements. Et quand on écoute les enregistrements, on entend le premier coup de feu dans l'appel placé à la police et également dans la vidéo du téléphone portable. Donc, ensuite, on entend le père qui appelle son fils au milieu de l'enregistrement audio. On peut faire donc une double vérification. Ensuite, on peut regarder les rapports de police, trouver plus de détails. On utilise ces fichiers Excel pour définir les périodes de temps spécifiques au moment des événements. Donc là, on voit le décalage dû au fait que le répartiteur est en train de taper ces événements. Donc, on synchronise cela avec le système de la police. On calcule ce qu'il s'est passé minute après minute, seconde même après seconde si on peut. Lorsqu'il n'y avait pas de vidéo, on a regardé le rapport de la police pour comprendre ce qu'il s'est passé, pourquoi est-ce qu'il était pourchassé dans une rue et puis dans une autre rue. Là, on voit la personne qui a filmé avec son téléphone, on a écouté son témoignage et on a pu recoller les morceaux. Et il a parlé donc après l'arrestation de Ahmed. Lorsque l'on publie nos enquêtes, on utilise les
cartes pour comprendre ce qui s'est passé exactement. Voici donc les 2 voitures qui pourchassent Arbery, puis on utilise ces informations, ces éléments pour prouver ce qui s'est passé. Deuxième histoire, le meurtre de David McAtee à Louisville. On voit ici une vidéo de surveillance à l'intérieur d'un restaurant. Là, c'est à l'extérieur du restaurant, de son restaurant. La police se rend dans la zone, fait disperser les personnes qui sont présentes. Et là, on voit une vidéo en direct. On voit là un véhicule rouge et toutes ces vidéos de caméra de surveillance n'avaient pas de son, sauf celle-là qui avait un enregistrement audio. Donc, qui a tiré quand était un détail essentiel. Et quand on a synchronisé toutes ces vidéos ensemble, on a pu analyser ce qu'il se passait dans les différents endroits. On a fait ça grâce aux phares des voitures. Quand le propriétaire du restaurant, David McAtee, sort de son restaurant, se rend dans l'allée à l'arrière du restaurant, on voit une synchronisation précise avec l'éclairage des phares de voiture. Ensuite, on utilise encore une carte pour voir les déplacements de David McAtee. On voit les déplacements de la police, des voitures qui se déplacent dans la zone et qui commencent à tirer au même moment. Et puis ensuite, on examine l'action des policiers et on les compare aux règles, aux directives de la police. Là, on voit encore un lien, un site avec d'autres enquêtes visuelles que nous avons menées. Ce sont des enquêtes courtes d'une semaine, une autre d'un an, avec des raids effectués, les portes sont enfoncées et on voit ce qu'il se passe, ce que la police fait dans ce genre d'action. On voit d'autres vidéos, on a eu la permission d'utiliser ces vidéos et de les insérer dans notre article. On peut mettre des commentaires pour expliquer ce qu'il se passe dans la vidéo. Et très souvent, c'est un moyen très efficace de prouver ce qu'il s'est passé. On peut ralentir la vidéo, on peut ajouter des aides visuelles pour expliquer davantage ce qu'il se passe. Donc, je vais terminer là-dessus. Merci Malaki pour ces conseils. Je suis sûre qu'on pourra s'en servir à l'avenir. Parce qu'il nous reste peu de temps, nous allons passer à notre session de questions-réponses pour qu'on puisse écouter vos réponses. Et j'aimerais accueillir le rédacteur en chef de GIGN Afrique pour modérer cette session. Bonjour à tous, merci Anan. On a un certain nombre de questions. Une pour Danil pour commencer. Je vais commencer d'abord par les questions générales. Est-ce qu'il peut y avoir accès à des archives publiques? J'aimerais demander à Malaki de commencer par répondre aux questions. Alors, pourquoi est-ce que les officiers de police ne font pas l'objet de tests de drogue? Je crois qu'ils le sont aux États-Unis en tout cas. En particulier si il y a un incident et je sais que le policier en question a été testé. Mais je crois que pendant leur carrière, il y a un dépistage de stupéfiants qui est réalisé. Pour ce qui est des FOI, eh bien souvent, nos reportages résultent de, euh, de, de sources souvent qui étaient des commerçants du coin ou parfois même des avocats des accusés.
Donc, pour ce qui est des enquêtes à plus long terme, pour ce qui est, oui, de la liberté d'accès à l'information, oui, ça peut servir sur le plus long terme d'avoir ces informations via cette loi d'accès à l'information. Ça peut être intéressant pour cela. Et parfois, la personne qui doit vous délivrer l'information, mais ne sait pas comment accéder aux données. Alors, peut-être que s'ils ne savent pas, vous pouvez changer votre demande et réclamer tel ou tel élément qui est plus clair et qui facilite leur tâche. Parfois, il n'y a pas la même compréhension de ce qui est recherché, donc il est parfois intéressant de pouvoir en parler au téléphone. Interprète s'excuse, le son de Benon est très très mauvais. Alors, en Inde, combien de, de policiers ont été condamnés? Et deuxième question. Alors, l'interprète s'excuse, on ne comprend pas ce que dit Benon. Alors, je n'ai pas les données sous la main pour le nombre de condamnations. Entre 350 et 450 tués par la police tous les ans et entre 200 et 250 morts en détention en Afrique du Sud. Et souvent, ce sont des morts qui résultent d'une torture. C'est en quelque sorte une asphyxiation. Et cette technique d'asphyxie peut donner lieu à des arrêts cardiaques. Alors, parfois, l'autopsie fait état d'un arrêt cardiaque, car c'est la cause de la mort, mais souvent, les enquêtes ne sont pas exhaustives. Donc, il y a un manque de ressources, il y a un manque de d'enquête. Parfois, on ne peut pas prouver au-delà de tout doute. Je sais que notre enquête a mis le doigt sur la fréquence à laquelle la torture est utilisée en détention policière en Afrique du Sud. Mais on a également identifié la méthode et l'intention des policiers pendant la répression et avec leur utilisation de la torture. Donc, en quelque sorte, il y a eu un transfert de technique entre la police, les forces de police de l'apartheid et celles qui œuvrent aujourd'hui. Et ça, d'ailleurs, ça fera l'objet d'un article bientôt. Donc, je vais les intégrer à mes futures recherches. Désolé de ne pas avoir pu répondre plus clairement. Une question vis-à-vis de ce qui se produit au Nigeria et comment l'on peut utiliser des preuves vidéo. L'interprète s'excuse, mais on ne peut pas interpréter ce que dit Bonon, on ne comprend pas. Sa connexion est mauvaise. Alors, ça c'est une très bonne question. On s'y est penché quand cela se produit. Donc je pense que l'une des meilleures utilisations des réseaux sociaux, c'est d'avoir des comptes officiels qui font état de ce qui s'est produit, afin de pouvoir utiliser des preuves visuelles de ce qui est arrivé. Donc il y a beaucoup de vidéos
sur ce qui s'est produit au Lucky Tollgate. Il y avait beaucoup de personnes qui publiaient des vidéos sur Instagram, sur WhatsApp, sur Twitter. Donc je sais que il y avait beaucoup de vidéos qui montraient des détails. Il y avait par exemple une vidéo près près de l'endroit où il y a eu le problème. Eh bien, il y avait des personnes armées qui étaient là. Il y avait des personnes en tenue militaire et donc on pouvait comparer cette vidéo aux vidéos publiées par l'armée ou à ce que disait l'armée. Donc, on peut également utiliser ce que Malak et moi avons dit. Il y avait un flux vidéo de 5 heures. Donc, on peut se pencher exactement sur le moment où la fusillade a débuté. Il y avait également un moment où les lampadaires, l'éclairage de rue a été éteint ou des caméras de surveillance. Donc il y a beaucoup de visuels que l'on peut utiliser pour se pencher sur ces revendications. Et lorsqu'il y a eu la fusillade, on voit que l'éclairage de rue est toujours allumé. Et en fait, on peut voir que nombre de ces questions trouvent leur réponse avec des renseignements en sens ouverte. Et on peut éprouver ce que disent les militaires. Alors, la fusillade à Abuja, il y a quelques années, les militaires ont dit qu'ils avaient agi en légitime défense. Mais là, on voit ici que ce n'est pas de la légitime défense. On voit qu'ils abattent les leaders de cette procession religieuse alors qu'ils venaient négocier avec la police qui bloquait leur route. Donc, si l'on regarde toutes les vidéos et si l'on parle avec des témoins, on est en... Désolé, il y a des passages extrêmement difficiles. Donc, puis on peut voir la suite des événements. On est aussi capable d'identifier l'unité qui est responsable en regardant les insignes sur l'uniforme et également leur véhicule. Les enquêtes visuelles ont trait vraiment à révéler les éléments dissimulés dans la vidéo et de tirer des informations de cela. Donc les États-Unis appuient l'armée nigériane et donc c'était pour nous l'occasion de regarder la hiérarchie également de cette unité afin d'étayer notre reportage. Merci. Bon, j'ai une très bonne question et ce sera notre dernière question. Alors, quels sont les 2 ou 3 outils les plus importants que l'on peut utiliser pour superviser euh, la responsabilité de la police ou la redevabilité de la police? Donc, Amal, les 2 ou 3 outils les plus importants. Alors, c'est une question cruciale. J'étais vraiment fasciné par les présentations données par mes collègues. Moi, j'ai écrit mon enquête de façon traditionnelle. Je me suis déplacé, j'ai rencontré des citoyens, j'ai consulté les documents administratifs, judiciaires, gouvernementaux. Tout cela a été fait de façon très traditionnelle. Donc, vous pouvez le faire euh, de façon traditionnelle également, en parlant avec les gens, en les écoutant, en utilisant les réseaux sociaux. De réussir à accéder au groupe des victimes, à regarder les différentes publications. Oui, Malaki et Heli utilisent les investigations visuelles et c'est aussi crucial, hein. Les vidéos des caméras de surveillance, ça peut également être très utile.
pour des événements de courte durée si vous ne travaillez pas sur des événements qui durent plusieurs mois. Certains des outils sont également plus sophistiqués lorsque vous utilisez Twitter et le TweetDeck. Personnellement, en tant que journaliste qui écrit et qui produit en arabe, eh bien, il est pour nous beaucoup plus difficile d'utiliser des outils sophistiqués car on a beaucoup moins d'informations en la matière. Donc, il est difficile d'avoir les mêmes résultats lorsqu'on recherche des éléments. Si vous êtes français, anglais, allemand ou une autre nationalité, eh bien, vous pouvez utiliser ces outils sophistiqués que vous offre Twitter ou les techniques de recherche avancées. Merci Amal. Passons à Daniel. C'est peut-être très rudimentaire ce que je vais dire, mais moi, ce que je trouve le plus utile, ce sont les sources. Parler avec les individus dans les institutions. Ça peut paraître difficile à développer des relations avec des lanceurs d'alerte, mais j'ai été absolument ébahi par la façon dont des fonctionnaires de la police notamment sont prêts à parler de ces choses, y compris des retraités, qui sont prêts à avoir de longues conversations sur ce qui se produit et d'expliquer leur point de vue de l'intérieur. Donc, selon moi, les sources humaines sont excellentes. Et bien sûr, il faut utiliser des messageries cryptées ou se voir en vrai si les conversations sont plus sensibles. Voilà mon outil principal. C'est ce qui a donné des résultats assez incroyables pour moi. Merci. Alors, Hailey, à toi. Souvent, il n'y a pas, il n'y a rien qui remplace les sources humaines. Alors, souvent, beaucoup pensent que pour les enquêtes visuelles, il s'agit de technologies très compliquées que personne n'utilise. Alors, moi, personnellement, je n'avais jamais travaillé dans une rédaction avant d'aller travailler au New York Times. Et les meilleurs outils pour la recherche en source ouverte eh bien, sont libres et gratuits. Donc, moi, je dirais, utilisez Twitter, utilisez les fiches Google pour organiser les renseignements que vous collectez. Il n'y a pas beaucoup d'entraves à ce genre de recherche, alors que beaucoup pensent qu'il y en a, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Merci. Je donne la parole à Malaki. Je suis d'accord avec ce que tout le monde a dit. Et le mieux de bien vous organiser. Moi, je fais beaucoup de travail au niveau numérique, donc c'est d'organiser votre poste de travail numérique. Utilisez les différents outils, les différentes méthodes de reportage afin qu'elles soient à votre disposition et que vous ne les oubliez pas. Faites en sorte de bien organiser votre travail. Il y a un super outil qui s'appelle start.me. Quelque sorte un logiciel qui vous permet d'avoir des sections, des marque-pages et des onglets. Donc j'ai d'un côté toutes mes recherches YouTube, mes recherches Twitter, mon imagerie satellitaire, etc., etc. Je peux vous montrer ça très rapidement. Alors là, vous pouvez voir tous les outils que j'utilise pour superviser, satellite, etc., etc.
c'est vraiment très intéressant. Alors, merci pour ce résumé. Nous avons reçu beaucoup de questions et je suis désolé, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. Nous utilisons vos questions pour développer un guide des ressources que vous pourrez trouver sur le site web du GIJN. Donc, suivez-nous sur notre site web et nos réseaux sociaux. À toi la parole, Hanan. Merci beaucoup, Benon, pour avoir modéré cette session questions-réponses. Alors, je voudrais remercier GIGN et notre public et un grand merci à nos orateurs et oratrices pour leur présentation, d'avoir été prêts à partager leurs connaissances, Ali, Malaki, Amal et Daniel. Pour ceux qui vont participer à la conférence de l'AIJC, restez avec nous. Nous espérons que vous pourrez nous rejoindre le 27 octobre, jeudi, pour une session de 2 heures sur la durabilité. Alors, GIGN aura un autre webinaire le 29 octobre sur les enquêtes à mener sur les autocraties. Merci à tous. Au revoir.